robotique au CNRS, rattaché à l'université Sorbonne Université à Paris. Et je travaille en fait dans le domaine de la robotique de rééducation et d'assistance. Et donc je développe des robots pour réparer un corps abîmé ou handicapé. Et donc dans le cadre de cette session sur les relations entre la technologie, la médecine, le corps, voire la religion, je vais intervenir pour parler en fait de certains enjeux éthiques et sociétaux autour de ces technologies de réparation du corps. Voilà. Et vous faites quoi comme réparation du corps, par exemple donc on a des étapes, on utilise de la robotique pour faire de la rééducation neuromotrice post-AVC, donc de la rééducation physique. Et là, l'activité que je développe vraiment beaucoup maintenant, c'est celle de l'appareillage prothétique. Donc pour des personnes en général qui ont perdu un membre, ça peut être aussi né sans un membre. L'idée, c'est de leur fournir des outils, des aides techniques qui leur permettent de gagner en autonomie, en capacité fonctionnelle. Voilà. Et donc, moi, je suis un peu novice là-dedans. On met, des appareils qui touchent les nerfs, somme toute. Pour l'instant, en fait, les choses sont assez lointaines, c'est porter plutôt que fusionner, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à aller vers des technologies implantées, même si les résultats actuels ne justifient pas forcément le fait de devoir passer en chirurgie, de faire une implantation. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur arriver à décoder directement des intentions motrices du message nerveux, arriver à restaurer des sensations de façon artificielle en se connectant au système nerveux résiduel. Eh bien, merci. Je vous en prie. Événement, je remercie directement Monsieur Cap, Maître Cap et le professeur De Groff avec qui j'ai pu m'entretenir. Je suis très honoré d'être là et je vais vous parler en fait de mon travail et finalement d'une projection un peu de mon travail qui va dépasser simplement le cadre de l'ingénierie. Donc je suis effectivement chargé de recherche au CNRS, rattaché à un institut de recherche en robotique à Paris. Et en fait, ma recherche, elle porte sur l'amélioration de l'interaction physique homme-robot. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup en fait au contrôle de dispositifs robotiques en lien directement avec des problématiques de contrôle sensorimoteur chez l'humain, c'est-à-dire de comprendre comment l'humain fonctionne pour améliorer le comportement d'un robot qui interagit avec, et en retour améliorer les capacités d'un humain qui a subi certains types de pertes physiques ou cognitives. Donc bien que je mène un travail principalement d'ingénierie, j'ai pu en fait, au contact des patients, des cliniciens, mais aussi des anthropologues, réaliser assez vite à quel point la perception, l'usage et l'appropriation des dispositifs robotiques que je développe n'était pas qu'une simple question en fait, de technologie. C'est pour ça qu'en parallèle de mon travail d'ingénierie, je m'intéresse beaucoup aussi aux problématiques de ce qu'on appelle les Science and Technology Studies, c'est-à-dire toutes les problématiques des sciences humaines et sociales autour des questions de relation entre le corps, l'innovation technologique et la société. Donc mon domaine en fait, d'application, le domaine d'application de ma recherche, c'est celui de la robotique de rééducation ou d'assistance. Donc sans avoir la prétention de réparer le corps, ce que l'on fait en fait, c'est que l'on développe de façon très modeste des outils. Donc dans la notion d'outil, il y a cette notion de au service d'eux ou sous le contrôle d'eux, contrairement à la notion de machine, qui fait intervenir souvent dans l'imaginaire robotique. Un robot n'est pas toujours une machine. L'assistance à la marge des patients paraplégiques avec une entreprise française qui s'appelle Wondercraft. Donc on n'est pas du tout sur de la technologie très intégrée. On a un dispositif robotique revêtu qui interagit physiquement avec le corps. Donc je n'ai pas le temps de vous dresser un bilan, un état de l'art exhaustif en fait, de ces objets technologiques, je m'en excuse. Et dans le temps imparti, je vais plutôt vous donner un bilan des possibilités des technologies robotiques. Et en fait, ce bilan il est assez mitigé. On a vu des choses extraordinaires qui ont été présentées tout à l'heure par le professeur Courtine, qui sont de l'ordre de la neuroprothèse. Du point de vue de la robotique pure, des dispositifs externes, on est encore assez peu avancé. En fait, le bilan est mitigé parce que déjà, beaucoup de concepts qui nous semblent modernes, l'exosquelette, la prothèse, en général sont des concepts anciens. Ils ont été modernisés parce qu'il y a eu des améliorations de la technologie, on a de nouveaux matériaux, de la puissance de calcul, comme ça a été dit tout à l'heure, de l'autonomie embarquée, des nouvelles batteries, etc. Mais au fond, il y a un certain nombre de verrous scientifiques qui contraignent énormément l'utilisation de ces systèmes-là. Et ces verrous scientifiques, ce sont par exemple la compréhension du contrôle sensorimoteur, du fonctionnement du système nerveux central et périphérique, et qui, en fait, ne nous permettront pas, avec la robotique, d'avoir une expansion comme la loi de Moore le prédit. Il peut y avoir des verrous qui vont nous bloquer pendant un grand nombre d'années. Il y a de l'impossibilité aussi technologique et scientifique dans ce domaine-là. Ensuite, il y a un problème de transfert des technologies, parce qu'il ne faut pas oublier que même si elles sont sous l'effet des projecteurs médiatiques, en général se destinent à des personnes en situation de handicap, qui représentent des populations et donc des marchés assez réduits,
Il y a quelques applications duales qui peuvent permettre d'augmenter les possibilités d'export de ces technologies, mais par exemple l'appareillage prothétique, l'amputation de l'antubéraire est considérée comme une maladie quasiment rare, et donc peu d'acteurs ont envie d'investir, de passer du temps à transférer une technologie de laboratoire complexe en un produit disponible pour un petit marché. À ça s'ajoute un point qui est majeur, c'est que ces systèmes restent complexes et que le temps d'apprentissage est extrêmement long. Ça a été montré dans la présentation du professeur Courtine à quel point l'implication, l'énergie, l'assiduité de ce patient a été fondamentale dans son processus d'appropriation de la technologie et de récupération. C'est le cas pour toutes les technologies. En fait, c'est souvent gommé dans la vulgarisation scientifique qui est faite de ces objets-là, mais bien marcher avec un exosquelette d'assistance, bien contrôler une prothèse de membre, c'est souvent des mois, des années d'entraînement, et une charge cognitive assez importante, des contraintes physiques complexes que le patient en général gomme dans le discours public. Et pour cela, ensuite, pour en plus restaurer une expérience sensorimotrice assez pauvre. On contrôle assez mal ces dispositifs-là, on perçoit assez mal à leur travers. Donc, en deux mots, nous sommes très loin de l'utopie des projets transhumanistes, comme Raymond Kurzweil peut l'évoquer assez régulièrement dans ses discours. Donc, autour de ces technologies, même si elles ne suscitent pas de questionnements éthiques autour de l'augmentation, autour du transhumanisme, du post-humanisme et ces choses-là, on n'est pas du tout encore capable de produire des technologies qui évoqueraient ce genre de questions-là. Il y a un grand nombre de questions qui se posent, pour lesquelles il y a déjà des réponses et des cadres d'encadrement. Les questions classiques que soulever ces technologies sont les questions, par exemple, de dignité humaine, d'inviolabilité et d'intégrité physique, psychologie du corps humain. On a évoqué tout à l'heure la question évidemment de protection de la vie privée et des données. Il y a des questions importantes sur les principes de précaution, la minimisation, notamment dans la recherche sur les technologies implantées, la spécification de la finalité, et puis à plus lointaine échelle, les questions de respect de la diversité, de la non-discrimination, des problématiques d'égalité, voire de consentement libre et éclairé, parce que ces technologies, on a du mal des fois à savoir ce qu'elles sous-entendent vraiment, ce qu'elles représentent, ce qu'elles demandent, le coût réel, non pas que financier, de l'utilisation de ces dispositifs. Mais malgré tout, il y a déjà un certain nombre de cadres existants d'encadrement, à la fois juridiques. On peut parler par exemple de la Convention des droits de l'homme et de la biomédecine, de la Déclaration des principes du sommet mondial sur la société de l'information, qui énonce un certain nombre de principes, puis des cadres éthiques avec des productions de plusieurs groupes, le groupe européen de l'éthique des sciences et des technologies. En France, le Conseil consultatif national d'éthique a émis plusieurs avis qui font référence. On a eu un rapport de l'UNESCO et du comité d'éthique du CNRS sur l'éthique de la robotique en général. Mais malgré tout, il y a certaines complexités et spécificités qui sont appelées par ces nouvelles technologies et qui, en fait, appellent à des questions nouvelles, à des réflexions nouvelles. Et je vais rapidement en évoquer quelques-unes avec une première, c'est celle de la question de la dépendance à la technologie et de la pérennité technologique des services. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une patiente qui est tétraplégique et donc qui a une atteinte partielle de ses membres supérieurs, qui a la possibilité de pouvoir utiliser de façon précise sa main. Et donc, elle a été implantée, comme 300 autres patients, il y a un certain nombre d'années, d'un système qui s'appelait le Free Hand System, un système de stimulation électrique lui permettant de contrôler la fermeture et l'ouverture de sa main pour lui permettre de récupérer un certain niveau d'autonomie dans la vie quotidienne. L'entreprise a fait faillite, et à travers le monde, ces patients se retrouvent en fait équipés d'un dispositif que personne ne peut vraiment retirer, qui les a énormément soulagés, les a rendus autonomes, les a libérés une première fois. Mais certains patients vont décrire ça comme redevenir handicapé suite à la faillite finalement de cette institution et la non-intercompatibilité qui existe sur ces dispositifs très très pointus. Une autre question, encore plus lointaine, c'est celle de la question de la normalité du statut de handicap. En fait, un exemple en France, c'est qu'on a fait un basculement de modèle de perception du handicap avec notre loi qu'on appelle la loi 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, dans laquelle on a basculé d'une société qui visait l'intégration des personnes porteuses de handicap, c'est-à-dire aider les personnes à s'adapter à la société, des personnes différentes du point de vue de la norme, à s'adapter à la société, en prenant en charge les aides techniques, ce genre de choses-là, à travers la sécurité sociale. On est passé à un modèle dit inclusif, dans lequel finalement c'est la société qui doit se transformer pour inclure tous les individus. Et c'est cette loi qui impose que tous les bâtiments publics soient accessibles, ce qui n'est pas du tout le cas, je vous rassure, c'est pas vraiment rassurant, aux personnes porteuses de handicap, aux personnes en fauteuil. Et on peut se demander si cette recherche technologique, elle ne tend pas à pousser ce modèle intégratif
qu'on n'est pas en train de favoriser plutôt le développement d'exosquelettes pour que les personnes, les individus se mettent à niveau, plutôt que ce soit la société qui progresse en un sens et se rende plus accessible à tout un chacun, à des personnes qui dévient de ce qui pourrait être, si ça existe, une normalité. Et enfin, je vais finir là-dessus, une question encore plus profonde, c'est celle des idéologies technoscientifiques, du techno-enchantement, de la techno-croyance, si on veut vraiment pousser ça à l'extrême, qui est assez complexe à gérer. En tant que chercheur de ce domaine-là, je pense qu'on a un prisme déformant de la réalité technologique sur laquelle on travaille, qui est celui de l'imaginaire technologique, de la culture de la science-fiction, des discours idéologiques transhumanistes notamment, qui en fait donnent des fois un aspect magique ou sacré, crée des croyances, voire des peurs, il ne devrait pas y en avoir, et qui peut encourager le développement technologique un peu à outrance, pour plutôt s'approcher d'un idéal de progrès technologique, d'un idéal de science-fiction, plutôt que de chercher vraiment à répondre aux besoins réels de la médecine des patients. On a ici l'exemple d'une prothèse qui avait été faite en 2016 sur un coup marketing par un éditeur de jeux vidéo, Konami, qui était une prothèse qui ne résolvait pas plus de problèmes qu'une prothèse classique, mais qui embarquait un drone, par exemple quadricoptère, ou un laser et des écrans LCD. Donc voilà, en conclusion, je tiens à souligner la nécessité, en fait, dans le domaine, de considérer les problématiques éthiques, légales, sociétales, dans ce domaine de la recherche médicale, surtout en lien avec le corps, et pas que simplement l'enjeu de technologie, mais aussi l'enjeu autour des idéologies technoscientifiques, pour garder une vision globale, une conscience des relations entre la technologie, le corps et la société, pour en fait pouvoir parler de vrais progrès technologiques. Voilà, je vous remercie de votre attention.